que je voulais que ce soit entre guillemets l'élément fantastique du roman. Je le voulais très discret et je voulais pas qu'on ait j'aurais pris l'opium, j'y ai pensé un moment, c'est une très bonne question, parce que je peux prendre quelque chose d'existant et transformé, mais donner des vertus magiques à quelque chose dans notre monde réel, c'était un petit peu décrédibiliser l'effort que j'avais essayé de faire en rendant un cadre historique réel, cohérent, j'espère assez documenté. Donc la magie n'existe pas, et l'objet magique, je l'invente pour effectivement qu'il n'y ait pas d'ambiguïté même sur les termes, j'invente les termes, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec ce qui est réel et véridique dans le roman. Et alors qu'est-ce qui apporte cet élément magique à votre intrigue? Pourquoi en aviez-vous besoin? Alors c'est très ténu, mais vous imaginez bien que sur une époque où on est en pleine guerre, où les forces armées sont épuisées d'années et années de guerre, où l'enjeu se fait à travers le nombre d'hommes sur un champ de bataille et une artillerie, la possibilité d'aligner quelqu'un qui à lui seul a une force de frappe, j'exagère un peu, mais d'un canon. Donc si vous arrivez à avoir une de ces poignées d'hommes sur votre champ de bataille, les combats sont très serrés à l'époque. On est vraiment sur des demi-victoires ou des demi-défaites. Donc avoir cette force de frappe qu'on peut mobiliser dans son armée, voilà, ça fait basculer une bataille, sans dévoiler le récit. Avoir un Arbonnier au sein de son armée, c'est ce qui peut déstabiliser toute l'armée adverse sur un assaut. Donc là encore, on est sur des petites choses, on n'est pas sur des surhommes qui vont raser des villes. C'est l'artillerie magique qui peut faire la différence sur quelques combats. Alors en vous entendant parler, on imagine que vous avez beaucoup travaillé le contexte. Vous travaillez comment exactement? Ça fait longtemps que ça vous intéresse, cette République de Marseille méconnue? Pas du tout, en fait. Moi, je l'ai découvert en habitant à Marseille il y a quelques années. Ça me trottait dans la tête. Je trouvais que c'était un cadre historique qui était énorme. Donc, j'ai fait au fil du récit, j'ai réalimenté avec l'histoire de Marseille. Alors, pour l'aspect recherche historique, il y a eu deux choses. La première, c'est celle de contexte, c'est-à-dire les guerres de religion et à ce moment-là où on en est. Ça, c'est assez compliqué. J'essaie de le restituer de façon assez synthétique dans le roman, j'espère en tout cas. Et la deuxième, c'est la spécificité de Marseille. Et ce qui est très drôle, c'est que je me disais, je connais Marseille, donc j'ai un avantage. C'était un gros désavantage. Je disais, je ne sais plus à quelques personnes que j'ai croisées en dédicace, j'ai décrit la ville comme je la connaissais, en m'appuyant sur des situations des quartiers. Et en fait, quand je reviens sur le récit, je me rends compte que ce quartier n'existe plus, pas encore, que la rue, elle existe bien, mais elle n'est pas aussi longue. Donc en fait, il y a eu un travail notamment géographique au sein de la ville, où j'ai dû repartir à zéro. J'ai fait d'énormes recherches, parce qu'il y a très peu de cartes d'époque, et retravailler rue par rue sur une carte d'époque pour redéfinir la ville, pour réimplanter localement. Donc ça, c'est... personnellement, ça a été un travail qui a été délicieux, parce que du coup, voilà, on se réappuie sur des sources documentaires précis, et puis incroyables. Voilà. Le travail de documentation vous plaît autant que l'écriture? Ah oui, bah, elle alimente le récit, c'est-à-dire du coup ça me fait rebondir. J'ai besoin d'un élément, je vais creuser un peu plus dans l'historique. L'historique est parfois plus surprenant encore que ne peut l'être le fantastique, donc je change mon intrigue pour alimenter avec de l'historique. Moi je cite souvent le personnage de Chrétienne Daguerre, qui est un personnage secondaire du récit. Toute son histoire qui est incroyable, là elle est chef de la Ligue catholique dans le Sud, elle trahit, elle se fait trahir, elle est emprisonnée, elle s'échappe. C'est incroyable, tout ça est vrai. Et c'est certainement le récit le plus incroyable en termes d'histoire personnelle de mes personnages. Donc voilà. Je dis souvent l'histoire, je dois souvent lisser l'histoire pour pas qu'on me dise là, quand même, République catholique, une femme qui dirige la Ligue et qui met à bas les plus grands. Enfin, c'est gros, mais non, c'est historique. Geneviève Stanger, vous aussi, j'imagine que vous faites beaucoup de recherches pour vos romans. Vous partez d'abord de l'idée de la famille et vous faites vos recherches dans ce sens, ou bien est-ce que c'est la connaissance d'une période ou d'une problématique historique qui fait que vous inventez ensuite votre histoire? Non, je parle d'abord de l'histoire générale, c'est-à-dire d'une documentation. Moi aussi, je m'appuie beaucoup sur la documentation. Je m'appuie beaucoup sur la documentation pour créer des personnages, c'est-à-dire j'ai l'impression d'incarner l'histoire à travers des individus. Mais cette histoire, elle prend chair vraiment avec les personnages tout de même. L'histoire reste un décor, un peu comme un tableau, comme
comme une broderie, hein, mais les personnages centraux sont toujours des individus. C'est pas l'histoire elle-même qui est le personnage central. Et dans la dynastie des Vibert, c'est ces grandes familles de protestants, d'industriels protestants qui traversent donc tout un siècle, donc 3 générations, et 2 familles en fait, parce qu'il y a la famille des industriels qui s'appelle Vibert, et il y a la famille Ami, c'est une famille ouvrière, syndicaliste, et qui est liée au Weber d'une certaine manière, que je ne dévoilerai pas ici, parce que c'est aussi un des intérêts du livre. Donc ces 2 familles vont traverser le siècle et créer une manière de vivre. Et vous fouillez dans les archives, vous allez faire des recherches, vous faites des fiches Des fiches, oui, enfin bon, je ne suis pas très ordonnée, mais je vais fouiller dans les archives. J'ai fouillé notamment dans le fonds Dollfus Mieg à Mulhouse. Donc les Dollfus Mieg, c'était une grande épopée industrielle de la ville de Mulhouse. Il faut savoir que Mulhouse, en 1870, c'était à Manchester de l'Est. Hein, c'était une ville très très importante. C'était la ville où l'industrie textile était extrêmement florissante, à tel point qu'on la surnommait la Manchester de l'Est. Et c'est là que sont nées des grandes dynasties industrielles, dont les Dollfus Mieg. Mais bon, je ne parle pas spécifiquement des Dollfus Mieg. J'ai inventé donc ces Weber qui vont connaître l'âge d'or de l'industrie et laisser leur nom quelque part. Donc, vous êtes inspiré de personnages réels ou pas pour créer ces familles? On s'inspire forcément de personnages réels, mais ça reste dans la conscience. Un auteur est de toute façon aussi quelqu'un qui est le fruit de ce qu'il a lu. Par exemple, j'ai l'impression qu'en lisant ce livre, je rendais un peu hommage à Eugène Sue dans ses Mystères de Paris, parce qu'on est nourri de ces grandes fresques. Et donc, je me suis inspirée de personnages réels, dans le sens où j'ai pris des personnages historiques comme par exemple Guillaume, parce que ça commence par la vie. C'est-à-dire que l'histoire est omniprésente. Hein. Ça commence par la guerre franco-prussienne, ensuite il y a la belle époque allemande, parce que l'Alsace est allemande, ensuite il y a la guerre de 14, et ensuite il y aura l'entre-deux-guerres, et ensuite la guerre de 40, et l'après-guerre. Donc c'est vraiment une grande fresque historique. Vous aviez envie aussi de parler, j'imagine, de la position très particulière des Alsaciens avec toutes ces guerres donc, qui se sont succédées, une fois appartenues à la France, après à l'Allemagne, et comment vont-ils se positionner justement pendant ces guerres-là? Où on va les combattre, par exemple, de quel côté? Oui, parce que justement dans la famille, en 14, une partie de certains garçons de la famille, certains jeunes hommes vont aller du côté français et d'autres vont combattre avec le Kaiser. Donc ils vont être face à face. Et ça a été la particularité de l'Alsace. Et en 1939, il y a eu malgré nous, donc une partie des Alsaciens qui a été incorporée de force. Et il y en a d'autres qui sont devenus résistants, qui ont rejoint des maquis. Tout ça, je le montre aussi.